Bonjour François-Xavier de Vaujany. Bonjour, merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. Votre spécialité, c'est la théorie des organisations. On va décrypter ensemble l'essor de la pluriactivité. Toutes ces personnes qui cumulent plusieurs activités bien distinctes, chauffeur privé, gérant de supérette, infirmier, professeur de yoga, etc. On les appelle les slashers en anglais. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dresser un rapide état des lieux de la situation de ces slashers ? Oui, tout à fait. Alors, on parle tantôt de pluriactifs, tantôt de slashers, pour désigner en fait trois catégories de personnes. Des personnes qui ont plusieurs emplois salariés, des personnes qui sont indépendants et salariés, et des personnes qui sont des indépendants multiples. Alors, on fait généralement référence à deux études pour montrer l'importance du phénomène. La première, c'est une étude internationale, c'est celle du McKinsey Global Institute, qui a été réalisée auprès de 8000 entrepreneurs sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe, et qui montre que 56% des entrepreneurs sont en fait des pluriactifs. Donc quand on parle du développement du freelancing, on se rend compte que la pluriactivité est une tendance très très forte derrière cette autre tendance. Et pour 70% d'entre eux, ça n'est pas une pluriactivité subie, c'est une pluriactivité choisie. Ils ont décidé d'accumuler plusieurs emplois. Et la seconde étude qu'on mentionne généralement, c'est une étude française de 2016 du Salon de la micro-entreprise qui montre à peu près la même chose. En chiffres, à peu près 4 millions de personnes qui seraient des pluriactifs en France, ce qui montre l'ampleur du phénomène. Pour 70% d'entre eux, c'est effectivement quelque chose de choisi. Et pour 8 personnes sur 10, autre tendance que je trouve intéressante à relever, le second ou troisième emploi est complètement différent du secteur d'activité principal, ce qui ouvre par exemple la porte pour plus tard à la création d'une entreprise ou à une reconversion. Alors effectivement, vous avez devancé un petit peu ma question sur situation choisie contre situation subie. Comment est-ce que vous analysez ce choix? Quels sont les ressorts derrière ce choix de pluriactivité? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, pour l'étude qui a été réalisée par le Salon de la micro-entreprise, pour plus de 60% des personnes, c'est une raison financière. C'est pour compléter le revenu, ce qui n'est absolument pas incompatible avec également une raison de plaisir. Et puis, pour une portion assez importante de personnes, il y a une stratégie derrière. C'est un changement de vie, c'est une reconversion, c'est un projet de création d'entreprise. Donc, voilà, il peut y avoir des raisons financières. C'est une minorité de personnes, à peu près un tiers, qui le subissent. Et il y a, pour une portion assez importante de personnes, une stratégie de vie. C'est pour aller vers autre chose. C'est quelque chose de relativement calculé. Alors, quelles sont les conséquences pour le management? Est-ce qu'on peut le voir plutôt comme une opportunité, avec une main-d'œuvre finalement plutôt flexible, ou alors comme une menace avec des personnes qui ne seraient pas engagées finalement à 100% pour l'entreprise? Alors, on peut distinguer trois conséquences pour le management. Il y a d'abord des conséquences pour les grandes entreprises. Et jusqu'à maintenant, je dirais, les grandes entreprises ont vécu ça comme une menace. On est en particulier en France dans l'implicite du contrat à durée indéterminée. On doit loyauté, fidélité, engagement total à l'entreprise. Et donc, soit on ne regarde pas les plus réactifs, soit on va considérer que c'est un manque de loyauté et on va être extrêmement critique. Les recherches que je mène, notamment en lien avec une thèse, celle de Marine Dagorne sur Paris-Dauphine, montrent que c'est une opportunité manquée absolument extraordinaire. Plutôt que d'aller chercher des hackers, des gens extrêmement rock'n'roll, très loin de l'entreprise, parfois à l'étage du dessous, dans le bureau d'à côté, on a des gens qui sont à l'association du bois, qui sont des makers, qui sont des auto-entrepreneurs, et auxquels on pourrait mettre à disposition ce lab qu'on n'arrive pas à remplir et qui apporterait une énergie assez extraordinaire à l'entreprise. Deuxième implication pour le management, c'est pour les PME et les TPE. Là, beaucoup de PME et de TPE trouvent coûteux le fait de recruter une personne pour un projet, un technicien, un manager. Les plus réactifs et le temps partagé sont des opportunités souvent ratées et peu valorisées par les politiques publiques. Puis dernière implication pour le management sont les écoles de commerce et les universités qui forment au management. Là, je pense qu'il y a un ajustement qui n'a pas été réalisé. On a d'un côté les départements exécutifs, d'un autre côté des gens qui font de la formation initiale. La pluriactivité est un problème au milieu. Et il y a vraiment des coordinations, notamment en lien avec des associations d'anciens, des accompagnements dans la durée à faire différents. Il y a d'ailleurs des étudiants qui eux-mêmes sont des slashers. Il y a vraiment quelque chose qui est un angle mort, je pense, d'un certain nombre d'écoles de commerce. Vous avez écrit un article publié sur The Conversation sur ce sujet des slashers, pardonnez-moi. En conclusion, vous dites que tout cela suppose de revoir notre conception du management. Alors, à quoi pourrait ressembler cette nouvelle conception du management en quelques mots? Déjà, peut-être aller un peu moins vers la peur par rapport au développement du travail indépendant, la pluriactivité, beaucoup de nouvelles formes de travail, et aller un petit peu moins vers le contrôle
Moi, ce qui me frappe, et je vais me limiter à évoquer ça, pour le critiquer, peut-être le dénoncer, c'est l'émergence d'autocontrôle et de nouvelles formes de contrôle dans le management, plutôt que de libérer des énergies. Les indépendants et les slasheurs que j'observe, souvent à la maison, reconstituent un bureau qui ressemble à celui qu'ils auraient eu dans une situation de travail traditionnelle. Ils se fixent exactement les mêmes règles. Donc en fait, on va s'auto-asservir et on va rentrer dans un autocontrôle qui fait qu'on ne trouve pas tout à fait dans le freelancing ou la pluriactivité ce qu'on allait chercher. Puis après, beaucoup d'entreprises, par rapport à ces pluriactifs et ces indépendants, vont développer des systèmes de contrôle très invisibles. Par exemple, on va leur prendre un abonnement dans un espace de coworking, ce qui va être une façon de mesurer leur temps de travail quand ils arrivent, etc. Les mettre avec des gens qu'ils connaissent en pensant que ça va créer une certaine forme de contrôle. Et en fait, on va reconstituer des formes traditionnelles d'entreprise autour de la pluriactivité et des indépendants, plutôt que d'inventer réellement des nouvelles façons de travailler, en repensant aussi un certain nombre de choses politiques autour de tout ça. Le monde ancien à la vie dure. Merci beaucoup. Exactement. François-Xavier de Vojani. Merci. Merci à vous. Merci.